développer ce produit, onboarder du monde sur l'application, partir sur une phase commerciale et chercher des partenaires clés et vraiment faire en sorte que l'application soit utilisée dans un maximum de secteurs. Et l'idée, c'est vraiment qu'une personne utilise l'application sans se rendre compte de la technologie qu'il y a derrière. Effectivement, hein, aujourd'hui, on le voit que c'est au cœur de pas mal de préoccupations, l'identité numérique, et d'autant plus avec l'émergence des deepfakes. Tu peux créer une fausse caméra sur ton PC, tu te comportes et tu parles, et en fait, ce qui est injecté à travers la caméra virtuelle, c'est une autre personne, éventuellement avec une autre voix. Et donc, comme ça peut se faire en live, c'est très compliqué. Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Georges et Frédéric pour parler du projet MyDID. Je sais que voilà, plusieurs d'entre vous ont du token SEAL, le Hold, et donc c'est le projet qui est directement en relation avec le token, et on va parler donc de ce beau projet autour de l'identité numérique aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler donc de ce que fait MyDID, de l'équipe, de comment progresse le projet, les problématiques qu'ils viennent résoudre, les évolutions à venir, et puis bien sûr aussi la liaison avec le token seal. Voilà. Si Georges, pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, c'est Georges donc alias /coin. Je sais que plusieurs d'entre vous le connaissent plutôt sous cet alias. Euh, Georges, si tu veux bien, donc pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître, te présenter rapidement, sachant que je mets les liens vers tes réseaux sociaux aussi en description de cette vidéo. Je te remercie. Merci Cédric pour nous permettre de parler du projet sur ta chaîne. C'est super. Bonjour tout le monde, je suis créateur de contenu, analyste, trader, entrepreneur et investisseur. Mon intérêt pour la blockchain et le Bitcoin, parce que c'est le Bitcoin que j'ai vu dans un premier temps, pas la techno, je pense que c'est pour beaucoup comme ça, a débuté en 2017. J'aurais espéré que ce soit un petit peu avant, mais voilà, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, en 2024, je me sens comme un vieux de la vieille. Mais au début, sur ma chaîne YouTube qui a débuté en fin 2017, voilà, c'était tout nouveau. Je décortiquais les fondamentaux des projets, Bitcoin, Ethereum, XRP et d'autres projets qui étaient en vogue à l'époque, 2018, en plein bear market. Analyser des fondamentaux, c'était pas super, mais voilà, il fallait le faire. Il y avait beaucoup de choses à dire, même déjà en 2018. Aujourd'hui, c'est encore plus riche et c'est super. Donc, on va dire que j'ai rapidement fédéré une communauté. Au début, c'était que YouTube. Twitter, c'était quelques mois après. Et ce qui a été très intéressant, c'est Discord, parce que j'ai pu interagir avec cette communauté sur Discord. Et c'est là que j'ai commencé à établir un réseau dans le secteur des crypto-monnaies. Et on peut dire que cette expérience m'a beaucoup apporté sur l'aspect communautaire crypto et aussi des contacts avec qui je discute encore aujourd'hui. Et ça a été vraiment une bonne chose d'avoir lancé cette chaîne. Et ensuite, voilà, je parlerai du lien avec le projet après la présentation de Frédéric. Merci Cédric. Merci Georges. Je t'en prie Frédéric, si tu veux bien donc te présenter. Alors, moi, j'ai un long parcours qui vient du monde de la cybersécurité. Moi, à la base, je suis un vrai geek, un vrai tech. J'ai été administrateur système, responsable des services web, des systèmes d'information dans différentes entreprises, plus responsable de la sécurité dans des projets crypto, puis directeur technique, et maintenant je dirige MyDID. Mon parcours est essentiellement dans l'identité, dans les métiers qui sont liés à l'identité numérique centralisée avant qu'elle soit décentralisée. Donc, je connais bien les problématiques anciennes et nouvelles. Et j'ai été orange pilé, on va dire, en 2012. C'était à l'époque où Bitcoin était devenu le seul moyen de soutenir Wikileaks. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À partir de 2013, je suis tombé dans le terrier du lapin blanc. J'en suis jamais ressorti. Il n'y a pas de sortie, je suis sûr. Et maintenant, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans les galeries et que je fais mon petit bonhomme de chemin. Et on rencontre des gens bizarres. Et au fur et à mesure de mes pérégrinations, donc j'ai été mis en contact avec Georges qui, justement, est né brillamment
d'animer une communauté et de lever des fonds autour d'un projet lié à l'identité numérique décentralisée, ce qui convenait très très bien à l'époque à moi et quelques personnes qui gravitaient autour de moi et qui voulaient travailler davantage encore dans ces secteurs. Voilà. Alors, pour contextualiser aussi, hein, effectivement, Georges a été le fondateur et à l'initiative du projet. Et aujourd'hui, Frédéric, donc toi, tu diriges MyDID. Tu as le rôle de CEO. Donc, comme tu disais, d'abord CTO et puis maintenant CEO. D'ailleurs, si vous souhaitez vous connecter avec eux, on mettra les liens vers leur LinkedIn en description de la vidéo. Et alors, merci de t'être présenté, Fred. Et alors, Georges, pour revenir à ton parcours, euh, pourquoi avoir lancé MyDID? Parce que bon, ben, le trading, ok, la chaîne YouTube, l'analyse fondamentale, l'investissement, et puis une startup dans la tech sur le domaine de l'identité numérique. Pourquoi? Effectivement, quand on m'entend parler sur ma chaîne YouTube /coin, on voit essentiellement de l'analyse technique, mais on ne se doute pas de tout ce qui se passe derrière. Et je ne parle pas forcément de ma vie privée, de mes hobbies, etc., mais des autres business qui sont développés, notamment MyDID, j'en ai parlé pas mal, mais on est plus dans un laboratoire en train de travailler, même si on a délivré une mise à jour importante récemment, que de discuter de MyDID tous les jours. C'est ce qu'on a prévu de faire. Après, à la genèse, mon intérêt pour les fondamentaux des projets crypto était déjà très fort à l'époque, surtout que certains projets, pas tous, mais déjà en 2018, certains projets apportaient beaucoup, tant en particulier qu'aux entreprises avec la techno blockchain. Et après de nombreuses discussions, j'ai réalisé que c'était le Far West avec notre identité sur le web. Je ne parle pas forcément des passeports, cartes d'identité, permis de conduire, carte bancaire, etc. Je parle de toutes les données qui composent notre identité, les choix que nous faisons, ce qu'on arrive à accomplir, les différentes choses qu'on accomplit au quotidien et qui font qu'on est tous uniques. Et je me suis dit, il n'y a rien à part quelques filtres archaïques, indirects. Je peux citer qu'un exemple, la CNIL, il y en a d'autres. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et du coup, en étant légèrement visionnaire, je me suis dit qu'une grosse demande allait se faire dans les prochaines années et que c'était intéressant de se pencher sur ce domaine. Donc, j'ai pas vraiment hésité. J'ai pas vraiment hésité à lancer ce projet orienté DID. Et avant de le lancer, j'ai surtout pensé long terme. Je voulais vraiment m'assurer d'avoir une vue globale sur l'échiquier et anticiper un maximum de choses pour m'assurer qu'on arriverait au bout de l'objectif, c'est-à-dire développer ce produit, onboarder du monde sur l'application, ensuite partir sur une phase commerciale et chercher des partenaires clés et vraiment faire en sorte que l'application soit utilisée dans un maximum de secteurs et pas juste dans le Web3, mais plutôt dans la vie de tous les jours. L'idée, c'est vraiment qu'une personne utilise l'application sans se rendre compte de la technologie qu'il y a derrière, parce que d'un point de vue visuel, c'est simple, c'est compréhensible et ça, c'est vraiment le but. Voilà un petit peu à la genèse comment tout s'est passé dans ma tête. C'est pas venu forcément toutes ces idées-là, tous ces échanges, c'était avec plusieurs personnes, dont une. Et voilà, c'est des dizaines d'heures de discussion qui nous ont menés jusqu'à ce magnifique projet. Merci Georges. Et effectivement, hein, aujourd'hui, on le voit que c'est au cœur de pas mal de préoccupations, l'identité numérique, et d'autant plus avec l'émergence des modèles. Comment on les appelle déjà? C'est pas. On l'appelle beaucoup intelligence artificielle, quoi. Mais il y a un autre terme, modèle quelque chose par rapport à ça. Donc avec le ChatGPT et puis toutes les autres IA maintenant qui émergent avec la capacité de créer des deepfakes, on le voit que ça encore, on en parlait tout à l'heure avec un article que j'ai vu passer et dont Fred parlait avant qu'on se mette à enregistrer, où ils ont pris 25 millions en faisant une fausse réunion avec des deepfakes
C'est des choses assez dingues qui arrivent, sans compter toutes les célébrités là c'est le Congrès américain qui aussi est appelé à légiférer sur le sujet parce qu'il y a de plus en plus de deepfakes aussi de célébrités dans des euh, positions ou on va dire situations qu'elles n'ont pas désirées. Et puis bon Oui, bah voilà. Ouais, vas-y il y a Fred. de la- il y a de la- il y a de l'anecdotique et il y a du sérieux. Ouais. Enfin, l'anecdotique, c'est grave parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je pense que tu faisais allusion au Panpix ou pan de vidéo de Ouais, Taylor ouais, ouais, Swift tout à fait. qui ont, Ouais, qui ont, ouais. qui ont, qui ont- en fait, c'est anecdotique en termes d'effets, on va dire, économiques et en termes de sécurité, etc. Mais c'est important que les débats que ça enclenche. Et oui, effectivement, il y a eu récemment aussi ces gens qui croyaient être dans un groupe de travail où il y avait même des collègues à eux, mais en fait, tout était faux et ils ont déclenché un virement bancaire à l'issue de la réunion. Tout était faux. Donc, oui, après, les IA, enfin, peut-être tu cherchais LLM tout à l'heure, mais en fait, Ouais. c'est tout. On a plein de systèmes maintenant génériques pour faire de l'entraînement massif sur des données et donc de faire des attaques qui utilisent de l'IA de manière super efficace. On a les nouvelles technologies et on a la puissance de calcul. Donc maintenant, on peut faire ce que font des gens que je connais qui travaillent dans des labos de sécurité. C'est de l'injection sur des caméras virtuelles. Donc par exemple, là, on enregistre sur Zoom. Tu peux créer une fausse caméra sur ton PC. Tu te comportes et tu parles. Et en fait, ce qui est injecté à travers la caméra virtuelle, c'est une autre personne, éventuellement avec une autre voix. Et donc, comme ça peut se faire en live, c'est très compliqué. Les gens qui doivent passer maintenant des services de KYC avec vos nouveaux standards européens, ça coûte très très cher d'être sur ces standards-là parce qu'en fait, c'est très très compliqué de faire la détection de ces deepfakes qui sont en live super efficaces, avec compris des fausses pièces d'identité, toutes Mm. les petites gruges qu'on avait avant, montrez votre pièce d'identité, tournez la tête, etc. Pendant très très longtemps, on gérait mal l'apparition du nez sur les vidéos, etc. en termes d'attaque. Et maintenant, on a des choses vraiment mais impressionnantes. Moi, j'ai vu des démos et dans le sud, il y a des gens qui font ça. Donc oui, oui, c'est un vrai sujet. Il y a les choses anecdotiques. Il y a Lagarde aussi qui croyait dialoguer avec Zelensky et c'était un comique qui lui fait faire dire n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas qu'un sujet que de stars, c'est pas qu'un sujet d'entreprise, c'est un problème, c'est que maintenant, entre représentants de gouvernement ou d'instances financières, on peut aller très très loin et ce serait bien que les outils de communication de manière générale utilisent les technos de cybersécurité, je dirais même centralisés ou Mm. décentralisés. Pour eux, les deux conviendraient. Pour nous, en tant qu'utilisateurs slash citoyens, individus, on a des nouvelles technos et en gros, c'est de ce côté-là que Georges a eu le nez creux. C'est en fait, il y avait une nouvelle capacité qui était rendue possible par ces nouvelles solutions à base d'identité qui utilisaient la blockchain pour faire des petites choses bien précises et par exemple, ne pas y stocker des données personnelles ou des preuves et qui avait le moyen d'obtenir une meilleure sécurité pour plein d'acteurs et en même temps une souveraineté sur les données qui sont liées justement à ces preuves, à ces authentifications, etc. Mais j'y reviendrai plus tard, l'identité, c'est pas qu'une question de sécurité et en termes de positionnement, nous, on s'oriente sur des sujets qui sont pas que la sécurité. C'est très bien faire de la sécurité, mais on ne va pas parler que d'identité à travers le prisme de sécurité. Vas-y, je te laisse reprendre. Merci. Et effectivement, donc ça va être l'occasion de parler de ce que vous faites, parce que bon bah c'est potentiellement une brique de l'écosystème de vérification d'identité qui devient, comme on vient de l'évoquer. Alors vous aviez lancé le projet avant, en fait, l'émergence de ChatGPT et puis maintenant non, de toutes ces nouvelles technologies permettant de créer du deepfake, créer comme tu le disais, des fausses personnes, en tout cas des faux, de faire croire à des personnes que on est quelqu'un d'autre, comme avec, comme tu l'as dit, Christine Lagarde et Zelensky. C'est vrai que ça m'évoque quelque chose. Je crois que c'était il y a déjà quelques mois qu'il y avait eu ça. C'est quand même assez dingue. Et donc voilà, l'objectif, l'ambition. Alors vous allez bien sûr me corriger si
je ne le formule pas correctement. Mais l'ambition est donc de vraiment créer une brique de cet écosystème, d'apporter une solution sur laquelle va pouvoir se bâtir des outils via MyDID. Donc, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que vous faites et du coup ce que vous proposez? En fait, il y a des briques techniques communes que tu dois savoir faire quand tu es dans l'identité, qui sont utiles après pour toutes sortes de choses. L'identité, c'est une brique, c'est un peu comme la blockchain a révolutionné le paiement, et le paiement, bah, tu le retrouves dans tous les secteurs. En fait, la blockchain est en train de donner un grand coup de pied dans la fourmilière de l'identité. Et l'identité est elle-même une brique que tu trouves dans beaucoup de secteurs. En fait, le point commun entre la révolution des wallets crypto et la révolution des wallets d'identité, c'est que quand tu te crées un wallet crypto, tu n'ouvres pas vraiment un compte quelque part. Tu crées des paires de clés en local, techniquement, enfin, tu fais quelque chose, tu fais une action en local. Je vais éviter de parler très technique, mais tu crées des paires de clés en local, des adresses, et puis tu gères, c'est toi qui décides de gérer, d'envoyer, de recevoir des cryptos. Dans la logique de l'identité décentralisée, c'est pareil. Tu crées tes identifiants, c'est le fameux DID, c'est Decentralized Identifier, avant même de l'identité, tu crées tes identifiants qui ont des formes un peu différentes des adresses crypto, mais on est sur la même idée voilà, c'est des choses qui n'ont pas forcément une chose qui est très compréhensible, et t'en crées autant que tu veux. C'est pareil, tu crées autant de comptes d'adresses crypto que tu veux sans demander ton compte à personne. Les adresses, là, tu choisis tes identifiants. Et après, c'est en contact avec différents acteurs. En général, on présente la problématique de l'identité centralisée sur un triangle. Tu as au centre ou en haut du triangle ou en bas, comme tu veux. Tu as celui qui possède les identifiants et donc qui gère son identité. Et il est en contact entre deux types d'acteurs, des gens qui vont leur fournir des informations et des attestations qu'ils vont accumuler dans leur wallet, et d'autres qui vont demander à les vérifier. Donc, si on est sur des sujets un peu régaliens, bah, ça va être l'État qui va, par exemple, fournir une preuve de ta nationalité, et puis tu vas avoir un verifier, enfin quelqu'un qui est plus dans la demande, et tu vas lui transmettre. Nous, notre métier, c'est de faire tous les outils qui simplifient les choses côté. Je crée un portefeuille, donc l'application MyDID, pour que les utilisateurs accumulent des preuves et des infos sur eux-mêmes, et les accumulent en local, et il les renvoie, il les donne, et il montre certaines de ces informations comme ils le veulent à d'autres personnes. Et ça, c'est des outils qui sont un peu compliqués à créer. C'est pour ça qu'il y a une phase de R&D qui est importante, parce qu'il faut se mettre aux standards qui ont émergé récemment sur ces sujets, qui sont portés par le W3C, par des réflexions à l'échelle européenne et mondiale sur les sujets d'identité, et aussi par des gens qui sont très orientés préservation de la vie privée, bien heureusement. Un peu comme on a des banques qui ont un peu peur enfin beaucoup peur, que certains systèmes de paiement et de monnaie leur échappent. On a aussi des États et tout un tas de gens qui ont l'habitude de traiter de l'identité, et essentiellement les GAFAM, qui sont très contents de traiter votre identité sans que vous y compreniez grand-chose actuellement. En fait, de dire qu'on redonne la main à l'utilisateur sur ces sujets-là, en fait, effectivement, il y a aussi tout n'est pas facilité. Maintenant, on a des standards. Voilà. Donc, notre métier, c'est de faire des outils pour que ce soit plus simple. Après, on pourra rentrer plus tard dans le détail de qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se positionne. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est d'être les facilitateurs de ce nouveau monde de l'identité décentralisée et cette nouvelle façon de faire de la sécurité et de s'échanger des informations sur eux-mêmes, d'avoir le contrôle sur ces données personnelles, d'en montrer que ce qu'on en veut, et de ne pas être dépendant d'acteurs centralisés. Ok, et donc aujourd'hui, effectivement, je dirais l'offre principale, c'est l'application MyDID. Et en termes de comment vous positionnez d'un point de vue marché, sur la typologie de clientèle que vous visez, est-ce que vous êtes en B2C, donc directement en front auprès des consommateurs, ou est-ce que vous cherchez plutôt des partenaires en B2B qui vont exploiter, eux, votre technologie et ce que vous avez mis en place pour le proposer à leur peut-être communauté, à leurs clients quel est votre positionnement? Comme j'ai un travers de technicien de vouloir parler des choses techniques. Et donc là, je vais mettre de côté mon profil technicien. Je vais éviter d'être trop bullshitter commercial, mais je vais expliquer vraiment quel est notre positionnement maintenant. En fait, donc on enlève le côté technique.
que je trouve passionnant, mais qui est pas forcément le plus intéressant. En fait, le but, c'est que nous, ce qu'on va viser là, et on va faire un programme d'ambassadeurs, on va aller chercher des community managers, parce que ce qu'on va viser maintenant, c'est les community managers. Le MyDID doit permettre à n'importe quel community manager de créer des badges qui sont personnalisables et vérifiables pour animer leur communauté. En fait, quand on parle d'attestation qui est donnée par une autorité à une personne et que les gens peuvent s'échanger, quand on parle d'identité, les gens vont penser à des choses qui sont très régaliennes dans le sens proche de l'État. Mm. Ton identité, elle est bien plus importante que ça. Ton identité, c'est ce que tu fais, c'est tes achievements, c'est tes petits trophées personnels, c'est les projets auxquels tu as participé, tes activités, tes hobbies, etc. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent être dans des cultures. Chez les gamers, ça se fait pas mal, ça, la notion d'achievement unlocked, et tu vois, tu Mm. collectionnes des trophées, etc. Le pendant sur LinkedIn, c'est tu as un standard qu'on sait gérer aussi, qui est les open badges. Où parfois, tu vois dans un profil que cliquez ici pour vérifier que j'ai bien mon certificat de formation ou des choses comme ça. Donc, en fait, les badges et les attestations vérifiables, c'est le nom pompeux réel, attestation vérifiable, permettent tout ça. Donc, en fait, il y a des badges qui sont. Donc, une fois qu'un community manager vient sur notre plateforme, il crée sa communauté. Et ensuite, il y a différents types de badges. Il y a des badges que lui peut donner en tant que community manager pour récompenser certains membres, pour identifier aussi des gens de son équipe. Et puis, tu as des badges aussi que le community manager va créer qui sont là pour faciliter la reconnaissance directement entre les membres. En fait, dans la logique de reconnaissance au sens large, qui est vraiment un gros sujet dans l'identité, ça dépend les âges qu'on a. En général, on a quand même, dans une logique qui est liée à des structures très centralisées, on était souvent dans des rapports très top-down, c'est-à-dire tu as une autorité qui te donne une reconnaissance. Et en fait, souvent dans ta vie personnelle, tu essayes de te démarquer en obtenant de la reconnaissance plutôt de tes pairs, des gens qui sont au même niveau de toi, de tes collègues, pas forcément dans le truc autorité. Et quand tu gères une communauté, enfin, je pense que ça doit arriver aussi pour Umento, tu aimes bien aussi voir les gens interagir entre eux. Et parfois, tu peux même manquer qu'un personnage est un peu clé dans ta communauté parce qu'en fait, il n'a même pas la preuve de montrer qu'il a aidé des gens ou qu'il est bien vu dans ta communauté. Donc, en fait, dans les badges que tu peux créer en tant que community manager, il y a ceux que tu peux donner directement toi en tant que responsable de ta commune et puis ceux que les gens peuvent s'échanger entre eux. Une fois que tu as ça, tu peux intégrer ces badges-là dans plein d'autres systèmes qui auraient besoin d'authentification. Par exemple, ça pourrait être l'authentification à l'entrée d'un métaverse, l'authentification à l'entrée d'un meeting ou d'un call. Et donc, en fait, comme je dis, c'est très transversal parce qu'intégrable dans plein de solutions qui auraient besoin, en gros, des trois grands usages que tu fais de la cryptographie, c'est l'authentification, la signature et le chiffrement. Ok, donc Voilà. pour faire. Je veux pas, je préfère qu'on interagisse, sinon je vais dérouler pendant 2 heures. En, en Alors oui, complément à ce que, vas-y Georges. en complément à ce que Fred disait à l'instant, on peut prendre l'exemple que tu proposes une formation sur les fondamentaux du Bitcoin, comprendre le Bitcoin sur plusieurs modules, les bases, ensuite on part vraiment sur du technique, et qu'à l'issue de chaque module, il y ait une vingtaine de questions. Cette formation peut être payante, gratuite, peu importe, et que tous les membres de ta communauté qui vont répondre correctement aux questions obtiendraient le badge, par exemple, des bases de la compréhension du Bitcoin, et ensuite d'autres badges sur les autres modules. Et en fait, ça leur permettrait de démontrer entre eux ou à d'autres qu'ils ont obtenu un badge d'une formation. Ça peut être, voilà, au lieu que ce soit une attestation dans un format papier, mais c'est un badge numérique décentralisé, délivré par quelqu'un de reconnu, comme Umento, ou ça peut être n'importe qui. Et d'ailleurs, je compte faire une démonstration sur ce sujet. On en a parlé un petit peu sur notre groupe Telegram, pour montrer un cas d'usage simple en lien avec ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Ok, donc bon, alors pour essayer de rapprocher d'un truc qui est peut-être plus facilement compréhensible, ça pourrait être typiquement les diplômes.
d'avoir en fin de compte une organisation certifiante. Et une organisation certifiante, c'est pas forcément un institut dans le domaine de la pédagogie, etc. Mais ça peut être, comme tu l'as évoqué, une communauté, ça peut être des achievements au niveau des jeux vidéo. En tout cas, on peut imaginer des systèmes de badge ou de certification multiples et variés. Et donc, vous, ce que vous offrez aujourd'hui, c'est à la fois un endroit où on a le côté identité personnelle, comme tu l'évoquais, Fred, si je comprends bien, donc sur l'aspect identité régalienne, mais pas que, aussi tout ce qui est l'aspect identité, parcours de vie, on va dire, de les achievements qu'on a pu avoir dans sa vie. Moi j'imagine, hein, effectivement, je fais la transposition avec LinkedIn, hein, son expérience professionnelle, les diplômes que l'on a pu avoir. En tant qu'investisseur, ça peut être aussi les boîtes dans lesquelles on a investi. En tout cas, des choses que l'on a pu faire de manière à avoir un niveau de fiabilité plus élevé sur la donnée qui est associée. Et donc, vos clients, en fait, ce sont plus les institutions, les personnes qui vont délivrer les badges en question, que les utilisateurs finaux de. Alors, est-ce que là, en l'occurrence, Tu as raison. L'idée, c'est, enfin, en termes de, et le but, c'est de soigner l'utilisateur final. Mais en termes de clients, c'est-à-dire à terme, les gens qui vont payer pour le service, ce sont les gens qui sont responsables des groupes. Moi, je parle de community manager. Ça peut être tu considères qu'une entreprise au niveau RH est un community manager, c'est-à-dire au sens large. Et l'utilisateur en lui-même, il faut effectivement que, en gros, lui, il va avoir comme porte d'entrée euh, et une utilisation essentiellement de son application mobile qui lui sert de wallet pour accumuler des attestations et choisir de les partager ou pas comme il le souhaite, voire même les refuser quand on lui envoie. Enfin, vraiment, il a une liberté totale sur ces données. Et puis, de l'autre côté, tu as les community managers qui, eux, doivent avoir d'autres types d'outils, donc qui créent leur communauté, la carte de communauté pour rejoindre la communauté, les badges qu'il va créer pour son équipe, les badges pour remercier, comme je t'ai dit, des gens, et puis des badges qui servent aussi à l'animation de la communauté entre les personnes. Ouais, donc, effectivement, c'est au sens large. Ça peut être une entreprise, ça peut être je veux dire, en fait, même chez nous, c'est pour ça qu'on croit que même les early adopters peuvent être les community managers des communautés Web3. Tu parlais d'exemples des diplômes. C'est arrivé autour de moi que des gens aient des diplômes et par manque de bol, l'école dans laquelle ils étaient fait faillite. Et ça devient quasi invérifiable, en fait, de savoir si quelqu'un a eu un diplôme ou pas quand il cite cette école qui a fait faillite. Donc, l'idée, c'est de se servir, pas rentrer dans les détails, mais de la blockchain publique pour stocker quelques petites informations qui sont plus côté les responsables d'une communauté. Rien concernant les utilisateurs, mais les utilisateurs ont des attestations qui permettent de remonter justement à l'identité de ces responsables de communauté. Ce qui peut être une entreprise, qui peut être un État, qui peuvent être une administration, qui peuvent être une association, et y compris dans les projets Web3 où on joue à un Discord, on a un petit rôle, on quitte, on se fâche avec les gens, on quitte le projet, on passe à un autre. Bon, en général, c'est très compliqué d'avoir une trace de ce qu'on a fait. Ou tu as aussi utilisé un autre type d'utilisation, c'est tu peux avoir une preuve qui donne suffisamment d'infos, mais pas trop. Exemple, tu joues à un projet en tant qu'investisseur, tu pourras dire, ah bah ouais, éventuellement, je sais pas moi, t'apparais dans certains statuts ou des pièces où tu as toute l'information et qui vérifie que tu es bien un investisseur, mais en fait qui donne beaucoup trop d'informations. Donc, tu pourrais recevoir de la communauté une preuve comme quoi, oui, on te reconnaît comme investisseur, et puis tu as juste cette preuve-là, et quand tu la montres, tu ne fournis pas trop d'informations. Des fonctionnalités intéressantes liées à l'identité décentralisée pour préserver davantage la vie privée, c'est d'isoler et de minimiser les preuves pour juste démontrer ce que tu veux, à qui tu veux, au moment où tu veux. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de NFT dans ce qu'on utilise, parce que justement, on ne veut pas qu'il y ait de traces publiques on-chain d'interaction ou de preuves, parce que dans ce cas-là, tu divulgues de l'information sur toi-même de manière non obligatoire et non contrôlé. consentie. D'accord. Ok. Donc à la fois, effectivement, l'application, c'est un point d'entrée pour je dirais l'utilisateur, le citoyen lambda, la personne lambda. Et vous, votre clientèle, ça va être les organismes, ceux qui vont
produire je dirais de l'attestation, ou en tout cas de la certification, sur le Et fait que on parle de badge juste pour que ouais, ce soit plus grand public. Voilà. d'accord. OK. Et alors, voilà, la question c'est, comment la blockchain vient s'intégrer là-dedans? Et puis la liaison directe avec ça, c'est, OK, le token seal, à quoi il sert dans, cet écosystème? Au niveau du fonctionnement? Et la valeur ajoutée effectivement qu'il peut avoir. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais d'en dire suffisamment pour qu'on comprenne à quoi sert la blockchain et à quoi elle ne sert pas, pour éviter quelques délires. Quand je parle délire, je parle de… En fait, quand on est dans l'identité décentralisée, par chance, il y a une culture qui est un peu antinomique, qui est un peu moqueuse de l'ancien système. Je veux dire, voilà, comme les gens qui travaillent sur les cryptos comprennent les travers du système bancaire et financier centralisé et disent, voilà, on apporte ça, 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 ça. Les gens qui bossent dans l'identité décentralisée, il y en a qui sont en gros, entre guillemets, très complices de réflexion, très étatiques, voire tendance abusive. Et puis, il y en a beaucoup qui disent, voilà, il faut qu'on apporte de nouvelles fonctionnalités, on peut améliorer la situation. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais Christopher Allen a depuis longtemps fait une liste en fait, de 10 règles importantes à faire quand on travaille sur le sujet. Justement, tu as la notion de consentement qui est mise en avant, le fait que tu contrôles les datas, le fait que quand les instances disparaissent, il faut quand même que tu puisses continuer à avoir des preuves, le fait que ce soit portable, que ce soit interopérable, etc. Et en fait, Christopher qui? T'as cité Christopher quelqu'un? Allen, D'accord, je ne sais Christopher pas qui Allen, c'est. c'est un très grand monsieur de la cybersécurité D'accord. qui intervient dans énormément de sujets, en fait que les gens connaissent un petit peu indirectement parce qu'ils utilisent, quand tu utilises SSL, enfin dès que tu as un petit cadenas, maintenant on voit même plus les cadenas, mais Hmm, quand tu vas sur un site de manière sécurisée, les briques technologiques de la cryptographie qui est derrière, Christopher Allen a beaucoup travaillé là-dedans. d'accord. Et en fait, c'est un grand monsieur de la vie privée et qui milite pour l'intégrité numérique des personnes, des droits, etc. Donc, on a la chance d'avoir des gens qui sont très militants dans l'identité décentralisée. Et quand je parle tu vois, un petit peu de le risque de dire des choses qui seraient un peu fausses sur l'identité numérique, en gros, centralisée et maintenant décentralisée, on peut faire n'importe quoi avec. Il y a des gens, quand on leur parle un petit peu de notre sujet, qui ne comprennent pas, ils disent, OK, blockchain, identité, un nouveau truc, en fait, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous trimballer un nouveau truc à la crédit social chinoise, en mode dystopique, post-apocalyptique, etc. Moi, j'adore la SF. J'aime bien ces mondes-là juste dans la SF. On travaille pas à ça. En fait, on fait tout pour justement avoir les outils pour ne pas aller vers ça. Et d'ailleurs, quand les gens me parlent de crédit social à la chinoise, je dis, crédit social à la chinoise, il n'y a pas de blockchain, et puis les abus sont faits de manière totalement traditionnelle. Donc en fait, le but quand des systèmes d'identité décentralisés, c'est de pouvoir prouver des choses sur soi-même que quand on veut, d'accumuler des domaines, des choses sur soi-même que quand on veut. Donc par exemple, on n'est pas dans la logique on était évoqué, où quelqu'un t'enverrait un NFT pour te marquer au fer rouge et t'as pas le choix, et parce que la trace est publique. Non, non, à chaque fois, les données sont échangées de manière off-chain, c'est-à-dire en dehors de la blockchain. Donc, pour répondre, qu'est-ce qu'il y a on-chain? En gros, tu as juste le profil des communautés, des responsables des communautés. Donc, toi, nous, on a deux sujets. On a notre application mobile pour le grand public et un studio, donc pour l'instant qui est plutôt full web, mais qui pourra peut-être aussi être en partie fait directement depuis l'application. Mais donc c'est studio.mydd.com, qui est la porte d'entrée pour les gestionnaires de communauté qui, là, vont créer leur communauté, vont créer leur badge et vont réfléchir comment animer leur communauté avec ces nouveaux outils. Ce qu'il y a on-chain, donc sur blockchain, c'est juste le profil de ces communautés-là pour qu'on puisse remonter à eux quand les gens disent, ah, voici une preuve que je fais partie de telle entreprise parce que j'ai un badge employé de telle entreprise. Il la présente à un vérificateur. Le vérificateur va dire, ah, ce profil-là est en ligne. La signature, en gros, qu'il y a dedans, je ne rentre pas dans les détails, mais on remonte bien à cette entreprise puisque son profil est dispo. Et donc, dans ce cas-là, on sait que c'est vrai. Si l'entreprise même disparaît,
Je dirais même que même si nous, on disparaît en tant que MyDID, les infos restent disponibles on-chain. Et donc, du coup, on peut continuer la vérification. D'accord. Bien. C'était la première partie de ta question, parce que je fais toujours des réponses Alors trop longues. effectivement, bah C'était voilà, si, il y a la si partie tu OK, sais. comment la technologie blockchain est intégrée. Donc pour essayer de résumer, en fin de compte, c'est sur l'association entre euh, l'authentification de l'organisme qui est derrière une certification et puis donc la certification en question de manière à stocker cette donnée dans la blockchain. D'ailleurs, sur quelle blockchain vous êtes positionné? C'est sur quoi? C'est sur l'Ethereum? C'est sur du Solana? Sur autre chose? En fait, quand on a fait, enfin, quand Georges et sa team ont fait la levée de fonds, ils l'ont fait sur la Binance Smart Chain. Donc, quand on a rejoint l'équipe, on avait dit que je pense qu'on resterait pas sur la Binance Smart Chain. Et ça, c'était avant les multiples dramas qu'il y a eu autour de Binance. Mais en fait, la Binance Smart Chain est un choix intéressant à l'époque parce qu'il y avait une flambée des coûts de transaction. Et quand on faisait une ICO, on a besoin de gérer des envois multiples de tokens. Donc ça faisait sens. Mais en termes hum, de gouvernance, de décentralisation, bon, voilà, la Binance Smart Chain reste la Binance Smart Chain. Donc en fait, le but, quand on réfléchit à la partie on-chain, c'est d'avoir quelque chose qui est portable. Donc, en fait, le smart contract qui gère justement l'insertion des badges et l'insertion, enfin, des modèles de badges, et des profils des communautés. En fait, c'est une base EVM, donc, que tu peux porter sur différentes blockchains. On a, quand on a refait les dernières versions de l'application, on s'est posé la question sur quelle blockchain on allait aller et on est allé maintenant sur la Gnosis Chain. Pour les gens qui ne D'accord. connaissent pas, c'est aussi la continuité de la XDAI Chain, qui est en gros une chaîne base EVM à très faible coût, qui fonctionne de manière stable depuis très très longtemps, euh, et où j'ai eu du mal d'obtenir des critiques formelles. Parce que moi, je suis connu aussi pour être très critique sur plein de projets crypto. Et en fait, dans la Gnosis Chain, j'ai vu très très peu de critiques. C'est un projet qui est très décentralisé. Il y a énormément de validateurs. Et il y a plein de projets sympas qui l'adoptent, et notamment les PWAP d'ailleurs, tu vois, qui sont émergés. C'est des NFT, c'est jamais rare. En fait, c'est une base Gnosis Chain. Donc voilà, pour répondre à ta question Gnosis Chain, et un des sujets de l'identité décentralisée, c'est quand tu as un wallet, c'est d'avoir une capacité d'être interopérable. C'est-à-dire de Hmm. pouvoir dire, bah, moi, je choisis d'autres identités ou d'autres chaînes de confiance avec d'autres profils de communautés qui peuvent être hébergés sur d'autres blockchains. Donc, nous, on supportera d'autres blockchains. On en a quelques-unes en vue. La seule qu'on est sûr qu'on adoptera cette année, c'est Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'on Ok. n'en adoptera pas d'autres, mais la seule qu'on a promis pour de multiples raisons, parce qu'on est entouré de Bitcoin maximaliste déjà, donc ça la fait très mal. Et en plus, on pense que c'est important d'expliquer que justement, il y a très peu de contraintes en termes de coûts. C'est une fois que tu as payé ton profil, les échanges, en fait, se font essentiellement off-chain, donc tu n'as pas beaucoup, beaucoup de coûts de fonctionnement. Et c'est important aussi de ne pas avoir de coûts de fonctionnement en termes de crypto très importants, parce que sinon, tu freines l'adoption. Si dans un système, dans un projet crypto, et que tu veux en faire d'abord un projet startup tech, en fait, il ne faut pas que tu aies des freins à l'adoption. Si en gros, pour une entreprise qui veut joindre, dit, ah, mais moi, j'ai une communauté qui est la communauté de mes travailleurs, et puis je voudrais les remercier au niveau RH ou dans un atelier ou tu vois, dans un événement Mhm. team building, je voudrais qu'il y ait des échanges. Si tu leur dis, pour faire ça, il faut que tu achètes même pour quelques euros dans ta compta, il faut que tu achètes des cryptos avec ton système. En fait, ça n'arrivera pas. Enfin, en France, c'est mission impossible de convaincre un service comptable d'acheter quelques cryptos pour faire un truc en plus qui n'est pas, même pas un truc financier. Donc voilà. Donc on a décorrélé, on a fait, je sais peut-être que tu en as entendu parler, ça a été un gros, gros sujet cette année, une solution d'abstraction. C'est-à-dire on a des clés qui sont gérées dans le wallet, qui permettent de signer des choses, mais tu n'as pas besoin d'avoir dans ton wallet des cryptos pour D'accord. signer ou pour interagir. Voilà, il y a, Ok. il y a un gros emballement sur l'ERC 4337, voilà, dont on a beaucoup parlé, qui est les solutions d'abstraction pour simplifier l'adoption des cryptos au sens large. Tu as dû peut-être entendre cette mouvance
qui est de dire on a onboardé tant de personnes, mais pour les milliards suivants, il faut simplifier les usages, etc. Donc nous, on est aussi dans cette mouvance-là, c'est on utilise une blockchain, voire des blockchains. On leur demande juste d'être publics avec une bonne gouvernance. Voilà. Le fonctionnement, la complexité doit être cachée. Par contre, ça veut pas dire qu'on oublie les gens qui ont financé le projet en achetant Alors des cibles de justement, SEO. c'était effectivement la suite de la réflexion. Donc on comprend effectivement que là pour l'instant vous êtes sur la blockchain Agnosis, mais avec pour objectif de rendre interopérable sur différentes blockchains. L'objectif aussi de rendre ça aussi simple que possible pour les utilisateurs finaux, éviter d'avoir de la complexité. Alors utilisateurs à la fois au niveau des organismes et des clients sur le fait de devoir posséder des cryptos pour pouvoir signer des transactions, etc. C'est sûr que pour une adoption de masse, c'est un peu compliqué aujourd'hui d'imaginer ça. Et donc, ok, comment là le token SEAL est exploité dans cet écosystème? Est-ce qu'il a encore une utilité? Et si oui, laquelle? En fait, de manière générique, quand tu vends un token d'ICO, ça finance un projet et ça te permet en fait d'accéder à des fonctionnalités qui sont liées à ce projet dans le futur. Le Oui. principe de l'ICO, c'est ça, même si parfois on le perd de vue. Et évidemment, quand tu investis sur un token, tu espères aussi qu'il y ait un engouement sur le projet pour que le cours monte et que tu aies des gains. On est là aussi pour ça. Sinon, c'est l'incentive qui nourrit beaucoup de gens. Sinon, voilà, t'as pas Bitcoin, t'as pas Ethereum financé en Bitcoin et t'as pas tous les ERC, t'as pas. Voilà. Euh, donc en fait, dans les choses déjà que tu es obligé, en fait, de fait, c'est de permettre le paiement euh, le support en termes de paiement sur ces fonctionnalités payantes avec le token que tu as qui a été créé pour la levée de fonds. Donc, les gens qui ont du SEAL, quand certaines fonctionnalités seront payantes ou quand certaines fonctionnalités ne peuvent être réservées qu'à des gens qui ont du SEAL, mais essentiellement, en fait, quand certaines fonctionnalités seront payantes, elles seront payantes avec des prix bien moindres pour les gens qui possèdent du SEAL. En fait, on aura actuellement, est-ce que c'est freemium, est-ce qu'on passera en mode trial, etc. Il faut qu'on ait plus de retours de terrain et des utilisateurs pour savoir plus finement quelle fonctionnalité devient payante à partir de telle utilisation, etc. Parce qu'on a beaucoup de fonctionnalités en tête. Mais à un moment, quand les fonctionnalités sont payantes, jamais pour les utilisateurs, hein, les fonctionnalités obligatoirement payantes, elles seront que pour les community managers au bout d'un moment. Donc, ces fonctionnalités seront payables de différentes manières, mais quand que les fonctionnalités sont payées en SEAL, le prix soit bien moindre pour inciter les gens, en fait, à payer en SEAL. Et quand les gens paieront pas en SEAL, c'est pas la totalité, mais en proportion, on brûlera aussi du SEAL. C'est-à-dire que le but, effectivement, c'est qu'on utilise le SEAL soit directement parce que les gens en achètent pour l'utiliser pour payer moins cher, mais quand les gens utilisent un autre moyen, que nous aussi, on en achète en proportion pour le brûler. Donc, en gros, voilà, il faut bien qu'on ait un retour de l'utilisation du SEAL dans le cadre de l'utilisation des services qu'on fournit. Au-delà de ça, le SEAL est intégré au wallet actuellement. On ne le met pas beaucoup en avance pour plein de raisons, parce qu'on là, on a fait énormément d'efforts d'usage en termes d'expérience utilisateur pour simplifier les choses. On est content de cette première version un peu finalisée, mais on va continuer à avoir des retours. On a passé un mois là à traiter des retours de notre communauté sur une version qu'ils ont pu tester. Et il faut pas se leurrer. Plus on va rajouter de fonctionnalités, plus on va les faire tester, plus on va avoir de retours, plus on va. Euh, le token seal peut servir aussi de récompense entre les personnes, peuvent être aussi une monnaie pour accéder éventuellement à des services qui intègrent notre système d'identité. Donc en fait, le seal, il a vocation à être toujours présent dans l'écosystème qu'on est en train de mettre en place, soit pour payer nos services directement ou pour service de remerciement par ailleurs. Ok, donc J'espère que c'est un peu plus je clair. comprends bien. Il permet donc de payer sur l'application avec du discount, donc d'accéder au service avec un coût moins élevé. Donc ça s'adresse plutôt aux organismes pour qu'ils Ouais. puissent payer avec du SEAL. Et vous allez aussi faire du burn au niveau donc des rentrées d'argent du côté de MyDID. Vous allez donc faire du burn de SEAL. Alors dans quelle proportion? Parce que ça c'est
une question, je pense, qui va venir assez rapidement de Ouais, ouais. savoir, ok, est-ce que c'est, je sais pas, 0,1% des rentrées d'argent? Est-ce que c'est 20%? Alors, je préfère être clair, on n'est pas encore fixé sur ça. Parce qu'en D'accord. fait, les fonctionnalités qui seront payantes et à quel moment, c'est pas forcément encore très clair et à quel prix. Donc, en fait, si je te faisais la liste des fonctionnalités qu'on a en tête, en plus, les gens sont poussés au crime. Plus ils testent l'application et plus ils te disent, par exemple, il y a un gros sujet. Les gens sont en train de, nous, on essaye de faciliter les interactions entre les personnes. Donc, il y a une grosse tentation de rajouter un système de messagerie dans l'application grosse tentation que je plus sois, mais en fait qui peut aussi risquer de rajouter de la complexité. Donc en fait, parce que quand tu fais de l'identité, et en plus on intègre Noster, je ne sais pas si tu vois ce que c'est Noster, c'est un Non. protocole qui est adopté par énormément de gens qui font des bouts de réseaux sociaux décentralisés. En fait, l'identité, elle est très présente dans les projets qui travaillent à des nouveaux, qui ont en gros, les futurs réseaux sociaux décentralisés. Ce qui est normal, puisqu'on, la captation des identités des utilisateurs a été faite à travers les fonctionnalités de réseaux sociaux. Ouais. C'est du Ouais, ouais. Facebook, c'est du Google, c'est du WhatsApp, etc. Donc en fait, on utilise les gens qui ont notre wallet ont une capacité de s'échanger directement, de s'ajouter en contact et de s'échanger de la reconnaissance. Je dis, outre les faits d'aller chercher des badges parce que tu as suivi des formations, parce que tu as été actif une communauté, tu as la capacité aussi d'envoyer une forme de reconnaissance à des gens qui sont au même niveau que toi en termes d'utilisateurs slash membres. Si tu rajoutes ces fonctionnalités, ben, ça demande un temps. Quelle fonctionnalité tu rends payante? Donc, un des challenges pour y revenir de ce qu'on traverse en ce moment, c'est reprioriser et lister toutes les fonctionnalités qu'on a en tête pour dire les fonctionnalités à terme qu'on rendra payante à tel prix euh, et dans quelle mesure quel est le pourcentage justement qu'on va brûler en cible. Nous, on n'a aucun intérêt à ne pas utiliser le SIL. Un support qui a une valeur qui est changeable dans notre app. Ça serait absurde. Et en plus, on se tirerait une pied, dans le pied vis-à-vis de la communauté qui nous a financé. Donc, on a toutes les raisons de l'utiliser. Maintenant, à quel pourcentage de burn et quand est-ce que telle fonctionnalité sera payante au bout de machin, on pourrait dire qu'on sait, mais ce serait mentir. Il y a D'accord. trop de Donc, toi, fonctionnalités c'est actuellement qu'on a en tête. Voilà. On n'en est pas ok. encore à cette étape-là. Je Et sais que là, ça peut être compliqué pour des gens d'entendre ça, mais c'est la réalité de toutes les startups. On, Quand tu vas on voir une avait startup, voilà. effectivement, et ça Faut manque que de je te laisse un peu précision parler. et Faut que je te laisse un peu parler, genre, je suis une pipelette. non, Même pas de avec la souci. grippe, je parle trop. Vas-y, vas-y. Non, mais effectivement, on ne peut pas donner beaucoup de précisions aujourd'hui, mais on a prévu de l'utiliser sur un maximum de fonctionnalités, voire toutes. Et on a aussi prévu de publier la tokenomics pour donner beaucoup de détails sur cet écosystème et comment le SIL va interagir à l'intérieur. Et aujourd'hui, oui, ce serait mentir de donner beaucoup de précisions là-dessus parce que c'est un sujet qui n'a pas été encore bouclé. On doit travailler dessus et voilà. Mais dans tous les cas, on compte bien l'utiliser, offrir des discounts, mécanismes de burn. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire autour du token. Et notre priorité, c'est aussi de le démocratiser, de le mettre plus en avant. Parce que voilà, pour tout un tas de raisons, sur Play Store, Fred, hein, corrige-moi si je me trompe, on a eu quelques blocages hein, au début quand il y avait la mention wallet dans l'application. Il a fallu créer un chemin, un dérivé pour avoir Ouais, l'autorisation de. ouais. En fait, vous avez dû voir qu'il y a des procès gigantesques en ce moment sur ces sujets-là, qui est quand tu fais l'acquisition d'un service payant quelque part sur une appli, il faut que Apple et Google prennent leur cut, qui est on va dire entre 13 et 25% à peu près. Euh, Ce qui est énorme. C'est pour ça que tu as c'est pour ça pour les gens. Imagine. Non, C'est moins que Uber. un Hein. exemple. Ouais. d'accord. Donc, Ouais, Uber, pour il recentrer, en coupe dans tous fait, les sens, mais ouais, ouais, pour recentrer, du ouais, coup, tu fais bien, tu fais bien. ce Concentré. que, vous êtes en train de dire, c'est qu'effectivement, sur la notion de wallet et l'utilisation du sien à l'intérieur du wallet, il y a des problématiques avec l'Apple Store, l'Android, le Play Store, pardon, justement par App rapport Store plutôt. au,
Oui, pardon, Play Store et l'Apple C'est-à-dire Store qu'il y a, sur les il y a frais. il y a certaines choses qui Et sont tolérées, mais il y a des choses qui sont compliquées, comme par exemple le fait de dire, oh bah, pour certaines fonctionnalités, on pourrait acheter à la volée, même en carte bancaire, un token pour le dépenser tout de suite. Bah, en fait, quand tu fais ça, normalement, tu vas avoir Apple et Google qui vont dire, oui, il n'y a pas de problème, et du coup, on prend 25% au passage. oui, Donc, bien c'est sûr. aussi pour ça, les gens, je cherchais un exemple concret. Prenons Netflix. Tu installes Netflix, tu ne payes pas ton compte Netflix via l'Apple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou Oui, si oui, vous, bien sûr. peut-être ça fait Eux, ils longtemps. renvoient sur le site Tu cliques, il internet te et dans dit d'aller l'application, sur une c'est page nécessaire. web, de faire ton paiement en dehors de l'application, parce que sinon, Apple, et il y a eu des guerres sur ça, même sur le tolérer ça. Voilà. Il y a des applis qui se font rentrer, sortir des stores, etc. Donc, il y a aussi le fait que la structure que tu as pour entrer en interaction avec les gens qui vont te donner, qui vont auditer ton application selon le pays où tu es, selon les règles que tu as. Voilà, on va avoir aussi une meilleure interaction avec ces gens-là maintenant qu'on a une structure française. Je voulais juste ne pas oublier un point aussi dans l'utilisation du SIL. On a un travail de R&D qui est important, qui est fait. Georges parlait un petit peu d'un point de vue éthique. Et moi, je rappelle qu'on est un petit peu sur tous les sujets quand on est dans l'identité. Il y a un nom de code chez nous qui s'appelle Cortex, qui est en fait un espoir, un peu comme tu as une base d'identité décentralisée, et puis tu utilises des protocoles Python décentralisés, bah, tu peux réfléchir à de nouveaux types de réseaux sociaux. Tu peux avoir voilà, de nouveaux systèmes de reconnaissance décentralisés, pro et ludiques. Et tu as aussi la capacité de réfléchir à des solutions, de, d'être sollicité de manière personnalisée sans être fiché. Donc, un- le- en fait, il y a deux gros sujets qui sont liés à ça. C'est proposer, par exemple, du ciblage publicitaire de manière éthique. Et en général, c'est un peu lié à ça. Le fait de pouvoir faire des sondages auprès d'un groupe représentatif de personnes, mais pareil, sans être fiché. Je vais essayer je vais faire, je te promets que je vais faire court, Cédric. Je vais te faire une petite démonstration de ce que ça peut donner, en gros, d'un point de vue publicitaire. Actuellement, si je veux Alors, attends, attends, viser je dans vais essayer ça. de rationaliser parce qu'on en est déjà à plus d'une heure là. Du coup, un des objectifs avec MyDID, ça serait d'offrir la possibilité d'avoir du ciblage, d'être ciblé par des publicités sans pour autant divulguer des informations qui sont personnelles. C'est ça? Ouais, voilà. Ok, Si tu veux, d'accord. on peut s'en tenir là pour éviter de partir dans un nouveau tunnel. Mais non, mais ce que je comprends, le problème, c'est que nous, notre sujet un peu touche un peu trop à tout. Et puis, comme on est passionné, on risque de t'embarquer dans 4 heures de conversation. Donc, je fais bien de rationaliser. Ouais, Mais bah c'est en gros, on est pour sur. je pense à l'audience, Oui, effectivement, hein, il y a des choses qui ouais, sont quand même et assez puis que techniques. Et les gens pour soient qu'ils pas arrivent saoulés. Mais à comprendre en fait ce que fait MyDID, il faut rester quand même suffisamment d'accord. centré. Donc pour te dire que c'est que le SIL aussi peut intervenir dans le paiement de ces services qui sont le ciblage, exposer des gens à des publicités sans être fichés et être sondé, c'est-à-dire être sollicité pour participer à un sondage, voilà, de manière éthique sans être fiché aussi. Voilà. Ok. Tenons-en là. C'était En tout pour cas, expliquer que cette phase de R&D qui est en cours, c'est aussi un sujet où le SIL est concerné. ok. Donc, au niveau du site, il y a la volonté, en tout cas, de l'exploiter au sein de l'écosystème. Après, c'est work in progress. Bien sûr, vous êtes en train de calibrer déjà sur votre modèle économique, la manière dont vous allez faire entrer de l'argent, monétiser tout ça. Et donc, en fonction de ça, vous serez en capacité, après, de déterminer la manière dont le style pourra être à la fois exploité et puis de quelle manière, en tout cas, on entend bien qu'il y a un burn qui est souhaité et de quelle manière et dans quelle proportion un burn pourra être opéré. Ok. Très bien résumé. Il faudrait qu'on apprenne à faire aussi résumé, nous aussi. Euh, ok, donc là, par rapport justement alors, aux défis auxquels vous êtes confrontés, j'imagine qu'il y a tout un aspect réglementaire. Là, aujourd'hui, comment vous gérez ça? Est-ce que, euh, alors, je n'ai aucune compétence, aucune connaissance sur de quelle manière la réglementation est complexe d'un point de vue international, puisque vous avez un projet là. Enfin, sauf erreur, c'est pas du franco-français ou juste du francophone ou européen, c'est pour objectif d'avoir quelque chose qui est worldwide.
En tout cas, corrigez-moi hein, si je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que je pense avoir compris. Et comment, d'un point de vue réglementation, est-ce que c'est complexe? Est-ce que vous avez de multiples défis par rapport à ça? En tout cas, quels sont aujourd'hui les défis de MyDID? Alors, j'entends il y a un défi déjà de monétisation, et puis de trouver le produit qui rencontre parfaitement le besoin qu'il y a aujourd'hui sur le marché, parce que bah, c'est quelque chose qui est en cours Market fit, ouais, ouais. voilà, d'évolution et de maturation rien que dans l'écosystème. Et est-ce que, voilà, à quoi vous êtes confronté aujourd'hui? Quelles sont les choses que vous devez relever, les défis à relever pour arriver à faire avancer le projet? On a, comment dire, peut-être une vision légèrement différente là-dessus. Actuellement, en fait, on est toujours dans le rush. On est dans un tournant décisif car on a récemment publié une mise à jour importante avec des fonctionnalités que les utilisateurs ne connaissaient pas encore, le studio en l'occurrence et d'autres. Et même si cette mise à jour est déjà en ligne, on travaille toujours dessus pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé un peu plus tôt en 2023. Donc pour la faire court par rapport aux défis, on est toujours sur cet objectif-là. On en a d'autres pour plus tard dans l'année, mais actuellement on est vraiment focus là-dessus. Pour l'aspect réglementaire, je peux enchaîner après, mais si Fred, tu as déjà un complément à apporter au défi que nous sommes en train de relever, je te laisse poursuivre. En fait, dès que tu vises des clients effectivement européens, que tu sois en Europe ou pas, tu es déjà soumis au RGPD et tout un tas de contraintes sur la gestion des données personnelles. Nous, l'idée quand tu travailles sur des solutions d'identité décentralisée, c'est que les gens qui adoptent ces solutions aient le moins de données personnelles et n'aient pas ce poids de gérer trop d'informations personnelles de manière centralisée. Parce qu'après, le risque, c'est que tout ce que tu as accumulé comme données sur les personnes, en fait, des noms, des prénoms, des emails, trop trop de choses à gérer. Normalement, tu es censé les déclarer à l'actif, quasi personne ne fait ça. Et en plus, tu as toujours le risque, est-ce que j'utilise un système fiable ou un intermédiaire fiable parce que j'accumule des données, est-ce qu'elles se font pirater? Tu peux te retrouver du coup, par exemple, tu sous-traites quelque chose, un intermédiaire commercial et tu vends des hardware wallet et tu t'appelles Ledger et tu te fais voler ta base commerciale. Ou exemple, tu t'appelles Trésor qui après t'être moqué de Ledger et tu fais une sous-traitance de ton support et tu te fais voler ta base d'utilisateurs au niveau du support. Donc, en fait, dans l'identité décentralisée, tu dois pouvoir donner des attestations à des gens qui les accumulent eux et ne pas avoir besoin de les stocker toi. Donc, et en fait, il y a plein d'endroits comme ça toi, en tant qu'utilisateur de solutions d'identité centralisée, tu n'as plus à stocker les données. Mais y compris nous, on fait tout pour ne voir le moins de données transiter chez nous, fussent-elles personnelles ou pas. Et on essaie que tout soit chiffré, y compris nous. En gros, on parle de chiffrement point à point, en fait, de faire que nous, on n'ait pas ces infos. Donc, pour répondre à ta question, on travaille sur des outils qui, de toute façon, rendent la mise en conformité auprès des contraintes type RGPD plus simple. Donc, nous, le but, c'est notre contrainte, c'est de continuer sur cette voie-là. Parfois, pour certaines fonctionnalités et facilités, on a besoin de stocker des données, même de manière temporaire ou des choses comme ça. Et là, on doit travailler, nous, sur notre sécurité. Quand on travaille avec des gens qui connaissent un peu le secteur, on leur explique justement ces points-là. Vous avez très peu de données, mais vous pouvez quand même être exposé à ce niveau-là. Nous, on a éventuellement ces petites données qui ne sont pas forcément les données en elles-mêmes, mais des métadatas, des télémétries, des choses comme ça. Voilà, donc en tout cas, on est très très franc dans les interactions qu'on a avec les gens qui nous posent des questions techniques. On peut aller très très loin dans les discussions sur justement la mise en conformité, qu'est-ce que dit la loi, est-ce qu'une donnée est personnelle ou pas, quels sont les risques, etc. Et en fait, l'identité décentralisée travaille à une amélioration de ce secteur, de manière générale. Ok, donc la principale réglementation à laquelle vous êtes confronté, et on va dire la plus complexe aujourd'hui, c'est celle européenne avec le RGPD. Ouais. Ok. J'ai fait une réponse courte. Vas-y, Parfait. capture ce moment, j'ai répondu oui à une question. Georges, est-ce que tu as des éléments à ajouter? Effectivement, voilà, on a bien compris, hein, il y a tout l'aspect développement, déploiement des fonctionnalités sur lequel vous travaillez ardemment actuellement donc, pour fournir la version, en tout cas finalisée pour cette mouture de l'application.
tout l'aspect business model auquel vous êtes en train de monétisation auquel vous êtes en train de travailler, l'intégration au niveau du SIL, la partie réglementaire que l'on vient d'évoquer. Est-ce qu'il y a d'autres sujets par rapport notamment peut-être à l'évolution de l'écosystème crypto qui auraient un impact sur le projet MyDID? Alors, en complément à ce que je disais juste avant Fred, hein, qui a bien résumé, en plus des défis, sur le court terme, on a l'objectif de faire venir du monde, d'emborder du monde sur l'application avec une stratégie bien définie et démocratiser l'utilisation du token SIL au sein de l'application. À long terme, notre but est de nouer des partenariats clés, établir un modèle économique rentable et de garantir une utilisation simple et efficace du token. Ça, c'est un peu les objectifs pour faire simple. On en a beaucoup plus. Et par rapport à ta dernière question, il y a des opportunités dans le Web3, mais on ne va pas se centrer, enfin, on ne va pas être focus que sur le Web3 parce qu'on a des outils et des solutions qui peuvent servir à quasiment tous les secteurs. On va dire que opportunité ou pas, c'était ça un peu la question. Tu demandais s'il y avait une opportunité. Alors, c'était toujours sur l'aspect défi auquel vous êtes confronté. Donc, voilà, on a évoqué quelques-uns là. Savoir s'il y avait d'autres choses, notamment par rapport à l'évolution de l'écosystème crypto. Mais l'aspect opportunité est intéressant aussi, clairement. Ok, par rapport à l'évolution du marché, je pense qu'il va continuer d'évoluer positivement, mais de plus en plus dans un cadre strict. Plusieurs thématiques ou plusieurs secteurs ont déjà créé des vagues dans ce marché. Je suis convaincu, à titre perso, on en a parlé un petit peu avant, que les projecteurs se tourneront bientôt vers le domaine de l'identité numérique. Et je pense que les projets qui disposent déjà de plusieurs années de développement, de réflexion stratégique et de solutions concrètes seront assez bien sur la scène mondiale. C'est un peu le but, nous, aujourd'hui. Hein, on sait très bien que c'est pas un sujet qui est sous les feux des projecteurs. On en parle de plus en plus. Quand on a lancé le projet maintenant il y a quelques années, on en parlait beaucoup moins. En 2010-2015, on n'en parlait quasiment pas. Il y avait déjà des personnes qui travaillaient là-dessus, il y avait déjà des visionnaires, mais ça devient de plus en plus urgent d'avoir accès à ces outils. Et je pense qu'au niveau timing, on est assez bon. Donc en termes d'opportunités, on est assez confiant et on espère que, enfin on pense qu'un alignement planétaire va se former. Ok. Ouais, l'alignement planétaire peut être plus ou moins forcé par une actualité un peu moche. En France, par exemple, ça sera peut-être remis en cause parce que c'est un gros scandale. En fait, la CNIL vient de donner son go pour dire, OK, il y a eu un pseudo appel d'offres là qui a été remporté par Microsoft et c'est Microsoft enfin les solutions de Microsoft qui vont stocker les données de santé des Français. D'un point de vue, c'est un scandale, mais atomique. Surtout qu'il y a une prolongation de la loi FISA aux États-Unis qui dit qu'en fait, si tu es une brique américaine et que tu as la NSA qui frappe à ta porte, tu n'as pas le droit de dire qu'on frappe à ta porte et tu files toutes les données qu'on te demande. Donc, c'est dramatique. En gros, si tu files les infos de santé d'une nation à une autre nation, tu t'imagines bien. Donc, en fait, Ouais, après, tout- on n'en est pas à ça près hein, sur le côté. ouais, On va ouais, rentrer dans des considérations géopolitiques, mais ouais, ouais, c'est un scandale. On est d'accord. mais j'ai aussi ça. Je crois que tu peux être un peu, comment est-ce qu'on dit, doomer, c'est dans le sens foutu pour foutu, on n'en est plus à ça près, etc. Mais en fait, Georges l'a évoqué un peu, c'est quand même un sujet, euh, pas qui est marginal, mais qui est un sujet un peu de militant. Il faut quand même un peu avoir la foi pour te dire, euh, euh, on- il va y avoir un constat quand même de plus en plus grand qu'il y a des abus et que en fait la data c'est de l'or et que c'est exploité, et que c'est très sensible et que encore plus pendant des périodes de crise d'avoir de la data c'est important. Euh, et normalement
les gouvernants, en tout cas, pourraient prendre des décisions de ce sens-là. Mais nous, le parti qu'on comprend aussi, c'est on a des outils pour aller très, très loin dans des conversations avec des États, même s'il faut, voilà. Mais en tout cas, il faut expliquer aussi que voilà, l'identité et la gestion des données personnelles n'est pas que ces sujets-là. Et en fait, c'est bien de reprendre la main par le quotidien. Je dis voilà, par tes hobbies, par tes projets pro, par tes projets perso. Et en fait, quand tu fais la démonstration de la capacité de faire ça, tu peux le faire pour tout un tas de choses. Et donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est encore un secteur où les gens sont relativement friendly entre personnes du secteur. Parce qu'en fait, on a tous les mêmes, quand on se rencontre dans des rendez-vous professionnels, on rencontre tous les mêmes contraintes et on est au tout début de l'histoire. Donc, on se dit, ah, comment tu as fait ça? Quel problème tu as? Est-ce qu'on pourrait pas bosser ensemble sur un sujet pour commencer à réfléchir à l'interopérabilité pour plus tard? Nous rencontrons des gens avec qui on réfléchit à ça pour l'interopérabilité. Donc voilà, c'était pour dire le côté militance et puis que effectivement il va y avoir une adoption, soit par le côté, ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir de l'adoption par le côté fun et usage concret de tous les jours dans la gestion des communautés pour animer des communautés et qu'en même temps, ce serait une démonstration qu'on a les briques techniques pour faire des choses jusqu'à faire des choses très, très sérieuses, très, très étatiques. Mais un peu comme les cryptos, on fait la démonstration. Voilà, c'était un sujet de geek. On achetait des pizzas avec beaucoup de Bitcoin. Et maintenant, on a des ETF qui sont backés par des Bitcoins. Voilà, ce chemin sur l'identité, on l'aura. À quelle vitesse, je ne sais pas, mais nous, on fait tout pour accélérer le mouvement. C'est une belle analogie, je pense effectivement, hein, de prendre cet exemple de l'achat de Bitcoin, pardon, de pizza avec du Bitcoin et puis aujourd'hui d'avoir les ETF Bitcoin qui sont déployés. C'est effectivement, bon bah voilà, on a souvent des choses comme ça qui arrivent où c'est des sujets de geek pendant un moment et puis ça finit par se diffuser dans de l'utilisation de masse parce que ça répond aussi tout simplement à des enjeux actuels. Je pense qu'on peut clôturer sur ça si ça vous convient. Alors, si vous souhaitez d'ailleurs suivre l'évolution du projet, rejoindre, même participer potentiellement au test de l'application. Alors, l'application est d'ailleurs disponible sur l'Apple Store et le Play Store. Je l'ai moi-même installé sur mon téléphone. Donc, l'application MyDID est en train de se charger. Là, j'ai mon code PIN que je dois taper. Voilà. Et donc, on retrouve l'application. Vous pouvez donc la télécharger et commencer à jouer entre guillemets avec. Et puis de la même manière, vous avez en lien description, je mettrai aussi en commentaire épinglé, vous pouvez rejoindre le Discord de MyDID si vous souhaitez donc échanger avec l'équipe, échanger avec les autres utilisateurs, ou que vous êtes aussi pardon, holder du token seal et potentiellement vous avez participé à l'ICO, donc je pense que la plupart sont déjà sur le Discord, mais voilà, vous avez la possibilité aussi de venir participer à ce beau projet. De la même manière, le token seal aujourd'hui, on peut l'acheter où, Georges? Alors, principalement sur PancakeSwap, Bitrou et Lbank. Ok, on le trouve de toute façon de mémoire, il est sur CoinMarketCap. Oui, voilà. À partir de CoinMarketCap, on a la liste des exchanges qui proposent le token SEAL. Bon, après, il y a des exchanges un peu plus exotiques qui ont listé le token sans passer par nous. Ça arrive, on voit ça fréquemment, ça arrive et ça repart aussi vite que c'est arrivé. Mais oui, depuis CoinMarketCap ou CoinGecko, on peut avoir un visuel sur déjà le volume. Le volume est un indicateur assez intéressant pour acheter un token en pleine croissance. Oui, alors consultez le site internet pour plus d'informations, le studio de MyDID pour tester aussi le panneau d'administration, créer votre propre carte de membre, émettre des badges, les partager. C'est assez sympa. Je pense on a eu des bons retours sur le studio. Voilà. La newsletter qui est directement sur le site et Discord, bien évidemment, pour directement interagir avec les membres de la communauté MyTT et les membres de l'équipe également, comme Fred, moi et tout le restant de l'équipe.
Ouais, donc studio.mydid.com pour comprendre ce que c'est que la partie community manager et discord.mydid.com, comme ça vous recevez l'invitation pour le Ouais. Discord. On est preneur des retours, fussent-ils critiques, parce que nous sommes Constructif, nous critique faisons, constructive. voilà, même parfois peu constructif. Parce qu'en fait, quand on a une critique, on ne demande pas forcément aux gens de trouver une solution, mais ça nous intéresse, nous, de savoir qu'il y a un truc qui n'est pas compréhensible. Voilà. Alors, ce Donc, que j'entends voilà, comme l'idée critique est là. constructive, c'est effectivement une critique argumentée. Voilà, Voilà, soutenue, on va dire. un Voilà. jugement simple, sans éléments probants permettant de l'exploiter derrière en termes de process projet, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Et voilà. Merci à tous les deux. Je Merci encore, Cédric. Merci souhaite à tous Cédric. une excellente journée, soirée au moment où vous visionnerez cette vidéo et à très bientôt. Salut!